qui manquait depuis quelques semaines. Et on sera évidemment en particulier attentif aux chiffres de l'emploi. La question étant de savoir si le ralentissement du marché de l'emploi se confirme ou non. Et on aura des données au cours de la semaine. Et ces données permettront évidemment à la Fed de définir sa stratégie pour la fin de l'année. C'était évidemment l'autre sujet de la semaine, mais il y a eu plusieurs déclarations de membres de la Fed qui ont émis des doutes sur une nouvelle baisse des taux dès décembre. Et ça s'est traduit d'ailleurs par une forte baisse du consensus FedWatch sur un assouplissement lors de la réunion du 18 décembre, puisque le taux d'opinion sur une baisse des taux est passé de 90% à 54%. Et donc, évidemment, ça a pesé sur les indices américains et Nasdaq en particulier. Qui, après avoir rebondi en début de semaine dernière, a corrigé jeudi et finalement termine quasiment flat la semaine. Alors qu'à l'inverse, les indices européens, comme je le disais, ont rebondi de près de 2% en moyenne, avec une légère surperformance en France. Où les discussions sur le budget avancent tant bien que mal. Et il y a 10 jours, le volet recettes a été voté. Le volet dépenses est encore à l'étude. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'économies à l'horizon. Néanmoins, c'est le moindre mal que peut-être le budget, la France se dote enfin d'un budget pour l'année. Alors, comment ça s'est traduit pour les principaux indices? Eh bien, comme vous le voyez, il y a beaucoup de vert, puisque le CAC 40 a progressé sur la semaine de 2,8%, 85% de valeur en hausse, donc c'est un mouvement clairement généralisé. On n'a pas mis en exergue des valeurs spécifiquement. On observe un rebond pour le luxe avec Kering et LVMH qui ont bien performé. Les banques ont évidemment profité de ce rebond également avec des hausses de 5-6% pour Société Générale ou BNP. Le secteur de la santé avec Sanofi qui gagne également près de 5%. Et la plus forte hausse de la semaine, c'était Capgemini avec plus 8,2%. Capgemini qui avait communiqué des tendances rassurantes pour le T4. C'est quelque chose qu'on voit dans l'ensemble du secteur. Pour le T4 du côté des ESN. Du CAC 40, la hausse de Carrefour, plus 4%, avec l'arrivée de la famille Saadé comme nouvel actionnaire à hauteur de 4%. Et Rodolphe Saadé deviendra administrateur du groupe. Du côté des baisses, c'est plutôt les secteurs défensifs, évidemment, qui ont été à la traîne. Hein. C'est logique dans une semaine de rebond comme celle-ci. Là, il y a une seule valeur qui a fortement corrigé, c'est Edenred, qui perd 7,3%. Et cette baisse fait suite à une nouvelle réglementation au Brésil qui va modifier le taux de commission des marchands et les délais de remboursement. Et ces évolutions vont évidemment impacter l'EBITDA d'Edenred
et ce qui a entraîné une révision en baisse des objectifs pour 2006 de la part du groupe si cette nouvelle réglementation se met en place. On évoque désormais un repli de l'EBITDA de 8 à 12% contre plus 2 à plus 4 précédemment. Il faut rappeler que c'est l'un des principaux marchés d'Edenred qui réalise autour de 10% de son chiffre d'affaires dans le pays. Voilà pour le CAC 40. Si on passe au Next 20, une performance encore plus forte que le CAC 40, puisque le Next 20 est en hausse de 3,1%. 95% de valeur en hausse. Hein, tout est en hausse pour ainsi dire, sauf GTT qui est à moins 0,2%. GTT et Amundi qui sont les deux sociétés qui ferment le classement étaient celles qui avaient le mieux performé la semaine dernière. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Parmi les hausses, une société se dégage, c'est Alstom, qui gagne 13,4% sur la semaine. Et ça fait suite à la fois à l'annonce d'un gros contrat en Pologne pour la construction de trains, on parle d'1,6 milliard d'euros. Et ensuite, jeudi, le groupe a relevé son objectif annuel de croissance organique, qui est désormais attendu à plus 5% contre 3 à 5% précédemment. Et cette révision en hausse a été faite à l'occasion de la publication des résultats semestriels qui ont été meilleurs que prévu, en particulier au niveau du résultat d'exploitation ajusté. Si je passe maintenant aux valeurs moyennes, une semaine positive, même si la hausse a été moins marquée que sur les large caps. Pour commencer, le MID 60 gagne 1,6%. On a 75% de valeur en hausse. Alors la hausse est tirée par le secteur de la santé. Hein. Ipsen, le plus fort contributeur avec plus 6,3% de hausse et contribution de près de 0,3 points. Derrière, on a Abivax qui est également bien orienté, plus 6,6%. Mais je dirais que derrière ces valeurs, on a des sociétés en souffrance qui ont rebondi, et en premier lieu Ubisoft qui a rebondi de 11%, 11,3%. Alors la hausse s'est matérialisée à l'approche des résultats semestriels. Finalement, cette publication a été reportée et Ubisoft a même demandé la suspension de cotation jeudi du titre jusqu'à la diffusion de ces résultats dans les prochains jours. Les informations qui ont filtré, notamment dans les échos, ont indiqué que le directeur financier se voulait rassurant, indiquant que le groupe prenait quelques délais supplémentaires pour finaliser la clôture et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Bon, néanmoins, c'est quand même une situation qui est assez rare et ça renforce quand même le sentiment négatif qui entoure Ubisoft depuis des mois. Et on s'interroge notamment sur l'avenir de la licence d'Assassin's Creed en particulier. Et puis, il y a toujours les questions entourant je dirais le spin-off du groupe. Derrière Ubisoft, deux dossiers un peu moins compliqués. Alors, on a Imerys qui a gagné 12,1%. Le groupe a annoncé un programme une offre de rachat en numéraire sur ses obligations pour 600 millions d'euros. Et puis une autre valeur qu'on voulait évoquer, c'est Robertet qui a gagné plus de 5%, qui a retrouvé ses plus hauts depuis un an. Le groupe a profité très certainement du news flow positif de son concurrent suisse Givaudan, qui a bénéficié, lui, de recommandations positives par plusieurs brokers, Jefferies, Barclays ou Goldman Sachs. Enfin, Mersenne qui rebondit de 6,3% et qui repasse en positif depuis le 1er janvier, alors que après avoir subi une baisse de près de 15% sur le dernier mois,
Mersenne a été sélectionné comme fournisseur par CATL, le leader chinois des batteries, et donc ça permet d'envisager une dynamique plus positive sur ce sujet des batteries. Au rayon des baisses, une baisse significative, c'est Pluxee. Évidemment, cette baisse est pour exactement la même raison qu'Edenred, le changement réglementaire au Brésil et pour Pluxee, ce marché brésilien est encore plus important que pour Edenred. Si on passe maintenant aux plus petites valeurs, le CAC Small qui a progressé lui de 1,9%, une hausse moins généralisée que sur les autres indices, puisqu'on a 64% de valeur en hausse. Alors, qui a tiré la progression? Eh bien, bon, je dirais comme depuis le début de l'année, quelques biotech, Nanobiotics et Genfit, qui sont des pondérations significatives. Lilly qui a rebondi après une baisse un peu, qui me paraissait largement excessive la semaine précédente. Donc Lilly gagne 4%. Et si on s'intéresse là aux plus fortes hausses de la semaine, eh bien c'est Atem qui est loin devant tout le monde avec plus 28,7%. Il n'y a pas eu d'actualité particulière sur Atem, sauf une recommandation d'un gérant probablement dans une émission télé qui a probablement redonné de l'intérêt au titre et ça a permis de fortement dynamiser la valeur la semaine dernière. Derrière, Lacroix gagne 15,7%. Après sa publication du T3, le chiffre d'affaires du T3 a reculé de 1,3%, mais la dynamique pour le T4 paraît meilleure avec une bonne dynamique dans la division environnement et une stabilisation dans l'activité électronique avec une base de comparaison qui est basse. Et ça a permis au management de confirmer les objectifs annuels. Et si on prend un peu de recul, il faut rappeler que le titre est en hausse de plus de 40% depuis fin septembre. Et à fin septembre, le groupe avait annoncé l'arrêt de ses activités aux US, qui était un foyer de pertes important depuis des années. Et donc le fait que finalement le groupe arrête les frais et coupe ce foyer de perte a permis au titre de fortement rebondir. Je dirais que de manière plus globale, c'est un secteur sur lequel on pense qu'il faut commencer à se réintéresser à ce secteur qui a beaucoup souffert. Et ça me permet de faire le lien avec ICAP, une autre valeur de secteur des circuits imprimés et de l'électronique, sur lequel on vient de publier un feedback ce matin et qui est une IPO de juillet 2022 qui a connu un très mauvais parcours depuis l'IPO, puisque une baisse de près de 60%. Et on pense que le point bas a probablement été atteint sur ICAP et que c'est un dossier qui pourrait retrouver un fort intérêt dans les prochains mois. Pour terminer sur l'évolution du CAC Small, du côté des baisses, il y a une baisse qui apparaît très significative, c'est SO avec moins 55%. Néanmoins, cette évolution est largement relativée puisqu'en fait, elle est liée au versement d'un dividende de plus de 60 € dans le cadre de la session à venir d'ESSO. Parmi les autres baisses, Claranova a cédé 7,5%. Le groupe a publié, a publié son chiffre d'affaires T1 qui est en repli de 12% en publié, de 7% en organique. Un chiffre qui n'est pas très bon, mais le groupe est plutôt on est plutôt à se recentrer, à limiter ses investissements marketing et se concentrer sur la rentabilité. Donc, ça peut largement expliquer cette baisse de chiffre
d'affaires sur le début de l'année. Pour terminer, un point sur les valeurs hors de l'indice. On retiendra dans les hausses Entech qui a gagné 9,9% après l'annonce d'un partenariat avec Primeo Énergie pour construire et exploiter des projets de stockage par batterie. Voilà, et sinon, on a eu aussi plusieurs biotech et sociétés technologiques qui ont bien performé cette semaine. Néanmoins, tout ne marche pas dans la tech et on a IP qui a reculé de 9% à l'inverse. On a évoqué dans le secteur le concurrent italien Nexi qui lui a fortement baissé après le lancement d'une offre du fonds américain TPG sur sa division solutions bancaires digitales, une offre qui a été à laquelle s'oppose la Caisse des dépôts italienne. Voilà, c'est clairement pour ça que Nexi est en repli. Un point, ça me permet de passer justement aux évolutions des indices small et mid cap européens, des indices qui ont enregistré une performance dans la lignée des indices français avec une hausse de entre 1,5 et 2% à peu près partout, avec une légère surperformance en Allemagne. L'Eurostock Small, lui, est en hausse de 1,9%, 81% de valeur en hausse, donc là aussi un mouvement généralisé. Et vendredi, c'est l'ESN allemand de Bertele qui a pris la tête du classement. Le titre est en hausse de 17%. Et comme je l'évoquais rapidement au début de cette conférence, le groupe a publié un chiffre d'affaires T3 qui a été très solide et surtout les perspectives sont positives pour le T4 avec un management qui revoit une reprise des investissements, en particulier dans le secteur public. Cette publication elle est dans la même dynamique que celle d'une autre ESN plus petite, Nagarro, en Allemagne également, qui voit des dynamiques qui s'améliorent outre-Rhin pour la fin de l'année. Je dirais que c'est un peu le retour qu'on a également de la part des acteurs français. Mais on peut penser que cette tendance positive en Allemagne pourra servir un acteur comme Wavestone, qui lui est parmi les Français le plus implanté en Allemagne. Voilà, en tout cas, ça conforte notre opinion positive sur le secteur des ESN pour les prochains mois. Derrière Bertele, on a l'opérateur néerlandais spécialiste de l'offshore pétrolier SBM Offshore qui s'est adjugé 13,2% après avoir revu en hausse sa prévision d'EBITDA directionnelle, puisque c'est le terme utilisé par le groupe, et c'est la deuxième révision de l'année. On retiendra également la progression de 9,8% pour le voyagiste allemand TUI, qui a dépassé les attentes avec son EBITDA annuel grâce à une bonne performance en particulier dans les croisières. Et on notera que Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur cet acteur. Dans les baisses, on notera le repli de 16,6% pour Inuit, l'acteur italien des réseaux, l'opérateur qui en fait a revu en baisse ses objectifs 2026-2030 dans le bas de fourchette, dans la bas de la fourchette initiale. Le groupe souligne que le marché reste difficile. En réalité, la pause sur les investissements qui avait été initiée au moment de la consolidation entre Vodafone et Fastweb perdure et il n'y a pour l'instant pas de reprise des investissements en Italie.
dans ces infrastructures télécom et diffusion. Voilà pour les performances des différents indices. Si on fait le bilan depuis le début de l'année, on a toujours le CAC Small qui est loin devant, évidemment, à plus 44,9%. Derrière, c'est le CAC 40 qui est en tête avec plus 10,7%. Il est suivi par le Next 20 qui a plus 7,2% et le CAC 1060 ferme la marche à plus 5%. L'Eurostoxx Small est à plus 14,6% lui. Et donc il se compare, on peut le comparer à l'évolution du CAC Mid Small français qui est à plus 9,3%. Et ça me permet de faire la comparaison avec notre liste de valeurs favorites qui, elle, affiche depuis le début de l'année une performance de 17,4%, donc à peu près 2 fois la performance du CAC Mid Small. La semaine a été très bonne pour la liste puisqu'on a une hausse de 2,6% en moyenne. Les 10 valeurs sont dans le vert. Et il n'y a pas eu de performance particulièrement forte puisqu'il n'y a pas non plus de publication. Néanmoins, on notera que les deux meilleures performances sont les deux dernières publications. Non, d'ailleurs, c'est plus tout à fait vrai parce qu'Exaum finalement a progressé que de 2,3%, mais en tout cas, Jacquet Metal est à plus 4,6%, donc il a tiré la performance. On rappellera que au T3, Jacquet était encore en décroissance en glissement annuel, mais que les volumes étaient à nouveau en hausse et que sur le plan des prix, on est une base de comparaison qui devient très basse et qui devrait permettre un retour de la croissance, on l'espère, en 2026. Voilà pour les performances de notre buy list. Sinon, il n'y avait pas d'infos, comme je l'ai dit, particulières. On reste quand même assez pondéré en ESN et société de conseil en technologie. Et c'est un secteur qui, on le pense, devrait bénéficier d'un re-rating dans les prochains mois. On a eu une bonne performance de l'ISI qui a repris 4% et l'aéronautique reste un secteur toujours très porteur. Pour terminer la conférence, c'est l'occasion également de faire un point sur les publications du troisième trimestre de manière générale. Quelques graphiques pour ceux qui ont la visio. Et bien sur le troisième trimestre, sur l'ensemble du CAC Mid and Small, on a un chiffre d'affaires qui ressort en médiane en baisse de 1,3%, avec une baisse d'un peu moins de 2% sur le Mid 60 et une légère progression sur le CAC Small. En fait, on peut dire que depuis le début de l'année, on est toujours à peu près dans une tendance de chiffre d'affaires stable à taux de change constant. Et en réalité, je dirais que l'écart entre le T1 qui était à plus 1 et ce T3 qui est à moins 1, c'est clairement l'effet change, puisque au début de l'année, on avait encore un effet euro-dollar qui était positif. Il est devenu négatif au T2 et la tendance s'est dégradée depuis. Et donc l'essentiel de la baisse d'activité constatée en publié sur le T3 est lié à cet effet euro-dollar. Pour le reste, on a donc une activité qui est globalement flat. Et donc, pour atteindre une légère progression du chiffre d'affaires, ça implique un T4 qui devrait être mieux orienté. Alors, ce qui jouera favorablement, c'est l'effet jour ouvré, puisqu'il y aura un jour ouvré de plus au T4 par rapport au T4 2024. Ce qui sera évidemment favorable pour les sociétés de services et de retail. Le point négatif sera l'effet euro-dollar. S'il n'y a pas d'évolution sur le dernier mois et demi, on aura un effet qui sera encore plus négatif qu'au T3. Je dirais que de manière générale, il n'y a pas eu
Alors, on a revu en baisse de manière en nombre, 70% de nos révisions sont en baisse, mais c'est des révisions qui ne sont pas très significatives. Comme vous voyez, on a toujours une prévision de progression de l'ordre de un peu plus de 2,5% du chiffre d'affaires. Alors, pour ceux qui pourraient avoir des interrogations sur le fait qu'on a un chiffre d'affaires depuis sur les 9 premiers mois qui est flat et une prévision de hausse de un peu plus de 2%, sur les prévisions annuelles, il faut comprendre qu'il y a des dates de clôture qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ça explique cette croissance qui est facialement un peu meilleure sur les attentes, je dirais sur les prévisions annuelles, puisque ces prévisions annuelles incluent des sociétés dont la date de clôture est notamment en juin, et donc on attend un peu plus de chiffre d'affaires sur le début 2026. Voilà. Et sur le résultat opérationnel, on est en progression attendue de l'ordre de 6% sur le CAC Mid and Small, plutôt plus 8 sur le large 60, une prévision qui est issue du consensus Bloomberg et qui nous paraît encore un petit peu optimiste peut-être. Sur le plan des valorisations, on a toujours des valorisations qui sont qui sont plutôt proches des plus bas, avec un prix sur actif net à peine supérieur à 1, 1,2 en médiane, et une VE sur EBITDA qui tourne toujours à moins de 6 fois sur le CAC Mid and Small, des niveaux historiquement bas et bien inférieurs aux non cotés. Pour terminer, un petit point sur les dernières publications. Il n'y avait pas grand-chose la semaine passée. Exaome a publié il y a 10 jours, enfin vendredi précédent. Le T3 était en baisse, mais globalement en ligne avec les attentes. C'est toujours le point d'attention sur les prises de commandes, et là-dessus, on a toujours le rebond qui se confirme, plus 67% au total en valeur, et plus 48 à périmètre constant, ce qui conforte le scénario d'un retour à une forte croissance en 2026 et d'une amélioration des marges, ce qui justifie toujours notre opinion positive sur la valeur. Autre valeur, l'autre publication, c'était Pouvoula. Sur Pouvoula, on a un T2 qui était un peu décevant encore. On attendait une légère croissance. Finalement, on a eu une légère décroissance. Alors, sur la partie, je dirais que sur la partie bois énergie, pas trop de surprise, une stabilisation, mais il y a toujours une baisse d'activité dans les conduites cheminées, que le groupe a évoqué par des questions de déstockage, notamment des effets one-off. Les mois d'octobre et novembre sont a priori bons, avec des croissances qu'on comprend plutôt à 2 chiffres, ce qui a permis au groupe de confirmer sa prévision annuelle, qui est une croissance du chiffre d'affaires annuel, qui serait de 5 à 7% de mémoire. On va attendre quand même confirmation, parce ça fait un petit moment qu'on attend le retour de la croissance et que ça ne se matérialise pas. On espère que les bons chiffres d'octobre vont permettre au groupe de publier un bon T3, parce que sur les résultats semestriels qui vont être publiés dans les prochaines semaines, il n'y a probablement pas de bonnes choses à attendre, compte tenu en plus de la saisonnalité qui est toujours défavorable. Voilà, sur le site, nous on a republié des notes à l'achat sur Rockwell, Bilendi, Vetoquinol et Séché, et on est resté à AD sur Elis, qui nous paraît assez correctement valorisé, avec assez peu de nouveautés, de nouveaux drivers sur Elis. Cette semaine, une seule publication attendue dans notre stock guide, c'est Plastivaloir. Plastivaloir qui avait publié un très bon T3, qui est clairement surpris avec une hausse de 11%, qui avait permis au groupe de relever sa guidance annuelle. On attend un T4 en léger repli, ce qui permettrait d'atteindre cet objectif.
On a observé un léger recul du chiffre d'affaires sur le dernier trimestre pour les autres équipementiers auto. Donc, on pense que ça devrait être dans cette tendance pour Plastivaloir. Sur le dossier Plastivaloir, on reste toujours prudent compte tenu de la situation d'endettement qui est quand même toujours très élevée, alors que la visibilité est faible dans le secteur. Alors, évidemment, il y a des actifs en face de l'endettement, mais ça reste un sujet et qui est vraiment des sujets de refinancement sur Plastivaloir. Donc, on attendra. Pour être plus positif, il faudrait qu'il y ait un vrai bond en termes de rentabilité, dans la mesure où aujourd'hui la marge opérationnelle courante est tout juste au-dessus de 2%, ce qui ne permet pas d'envisager de rembourser massivement la dette. Voilà pour notre point hebdomadaire. J'ai fait le tour de ces publications, de cette tendance sur les small et mid cap. On va avoir cette semaine une actualité, je dirais plutôt macro, et puis évidemment en début de semaine, tout le monde attendra avec impatience les résultats d'NVIDIA. Et du côté des small et mid, l'actualité sera moins dense. Néanmoins, il faut souligner qu'il y a une IPO qui se prépare, celle de Caléon, groupe italien qui exploite des sites donc touristiques et enfin, des îles en Italie. Et on aura précisément les îles Borromée, une IPO qui se fera à la fois à Milan et sur Ronet Cross, avec une réunion qui va se tenir très prochainement et dont évidemment on vous reparlera de cette valeur dans les prochaines semaines. Voilà, et bien merci à tous pour votre présence. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous retrouvera avec plaisir lundi prochain. Merci beaucoup à vous.